En Russie, les choses sont différentes. Critiquer le gouvernement pourrait vous mener aux menottes. S'exprimer contre le président Vladimir Poutine pourrait mener à l'emprisonnement, voire pire. En Russie, les journalistes indépendants disparaissent. Les leaders de l'opposition sont emprisonnés. Le gouvernement fait taire les critiques avec une main de fer et un contrôle strict des médias. Ce qui se déroule présentement en Russie est donc choquant. La critique de Poutine est diffusée sur la télévision nationale contrôlée par l'État, et pas seulement par un dissident quelconque, mais par l'un de ses propres confidents, un propagandiste acharné du gouvernement russe, qui appelle Poutine à démissionner. Étonnamment, il n'est pas le seul à le faire. Les Russes commencent-ils à percer à jour les mensonges de Poutine ? Est-ce que cela se produit enfin ? Cela veut-il dire que son temps est limité ? Restez à l'écoute pour les réponses. Pour commencer, que s'est-il passé exactement dans la plus grande émission TV russe ? Imaginez cela. Vous regardez la chaîne 1 Russie, la chaîne télévisée d'État la plus influente du pays. En direct, Vladimir Solovyov, l'un des plus proches alliés de Poutine, lâche une bombe. Solovyov n'est pas un simple animateur de télévision. C'est l'animateur, le porte-parole de Poutine, décoré en 2013 de l'ordre prestigieux de l'honneur par le président russe en personne. Il soutient ardemment la guerre de la Russie en Ukraine. Solovyov était la dernière personne que vous imaginez parler de manière inappropriée. Mais le 22 septembre 2024, un dimanche soir, l'impensable se produit. Solovyov sort du script. Il qualifie les attaques ukrainiennes près des frontières occidentales russes d'actes terroristes. Énervé, il exige des actions et soudain, il le dit. Une démission étant nécessaire, Solovyov vient-il de suggérer que quelqu'un, probablement Poutine lui-même, doit démissionner ? On peut quasiment entendre l'air se faire aspirer hors de la pièce. Ses co-animateurs sont abasourdis, et on entend même un soupir en arrière-plan. La gêne est évidente. N'oubliez pas, ce n'est pas un simple commentaire anodin. C'est sur la télévision d'État contrôlée par Poutine. C'est comme si un présentateur de nouvelles nord-coréen suggérait la démission de Kim Jong-un. Cela n'arrive tout simplement pas. Pourtant c'est arrivé. Mais les choses deviennent floues ici. D'aucuns parlent d'un malentendu. Solovyov a utilisé le mot « ostavka », qui signifie « démission ». Mais certains affirment qu'il voulait plutôt dire « stavka », un ancien terme militaire désignant le quartier général du commandant suprême. Soyons réalistes, le public a entendu le mot « démission ». Ses co-animateurs ont entendu « démission ». Tout le monde a été pris de court. On ne démissionne pas à la télévision russe en direct sans faire de vagues. Bien qu'il s'agisse d'une erreur ou d'un commentaire subtil, c'était énorme. C'était d'autant plus choquant que Solovyov avait déjà tenu des propos incendiaires par le passé. Lors d'une autre diffusion récente, il a fait une digression étrange. Il a imaginé un scénario où la Russie perdrait son dirigeant. Il n'a pas nommé Poutine directement, mais tout le monde savait de qui il parlait, puis il a calmement déclaré que le système politique de la Russie y survivrait. Réfléchissez à ceci. L'un des plus grands partisans de Poutine pendant des années évoque maintenant discrètement la possibilité d'une Russie sans lui. La continuité du gouvernement en Russie est garantie, a déclaré Solovyov, comme si ce n'était pas une grande affaire. Selon lui, toute une génération de dirigeants hautement professionnels et patriotes sont prêts à prendre la relève si le pire se produit. Mais à quel scénario catastrophe fait-il allusion ? Solovyov évoque la mort ou la destitution de Poutine comme si c'était un sujet de conversation ordinaire. Il est étrange qu'on ne puisse pas suggérer la démission ou pire pour Poutine sans surprendre. Pas dans la Russie de Poutine. C'est presque comme si Solovyov préparait subtilement le public à une Russie post-Poutine tout en les rassurant que tout ira bien. De plus, dans un autre moment étonnant, Solovyov a contesté la doctrine nucléaire de Poutine. Actuellement, la même doctrine décrit les circonstances effrayantes où la Russie emploierait l'arme nucléaire. Solovyov s'interroge sur l'absence de riposte nucléaire russe contre l'Ukraine suite aux frappes sur le territoire russe. Solovyov exprimait-il simplement sa frustration ? Ou était-ce une autre critique subtile de la direction de Poutine déguisée en débat sur la politique militaire ? Mettez tout cela ensemble et vous devez vous demander ce qui se passe vraiment ici. Solovyov a-t-il simplement fait une erreur ? Ou cela fait-il partie d'un changement plus large dans le récit ? Car qu'il suggère la démission de Poutine, spécule sur sa disparition, ou plaide pour une position militaire plus agressive, cela signale une chose. Des fissures apparaissent dans le fondement autrefois inébranlable de Poutine. Si vous regardez cette vidéo depuis un pays démocratique, tout cela peut sembler être un étrange feuilleton, appartenant au domaine de la satire ou de la fiction. Après tout, en démocratie, les politiciens et dirigeants sont critiqués quotidiennement à la télévision, souvent bien plus sévèrement. Un lapsus ou une spéculation ouverte sur la chute d'un dirigeant ne ferait même pas la une des journaux. Mais nous ne parlons pas d'une démocratie, nous parlons de la Russie,
où le paysage politique fonctionne selon des règles totalement différentes et où la liberté d'expression a un coût périlleux. Ne rejetez donc pas trop vite les propos de Soloviev comme un simple mélodrame russe. En Russie, les médias ne sont pas libres. Loin de là. Depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, et surtout depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, le paysage médiatique russe a été écrasé sous le contrôle de l'État. Les médias indépendants ont été systématiquement fermés. Les chaînes et les journaux qui ont osé critiquer Poutine ou rapporter quelque chose contraire au récit officiel ont été contraints de fermer ou de faire face à de lourdes conséquences. Par exemple, juste après l'invasion ukrainienne, des médias indépendants de longue date comme Novaya Gazeta, l'un des rares journaux indépendants restants en Russie, a été privé de sa licence de médias et en effet interdit d'opération. Radio Echo Moskvi a été fermé et TV Rain, un autre grand diffuseur indépendant, a été contraint de cesser d'émettre. Les plateformes en ligne ont également été touchées. Twitter, Facebook et Instagram ont été bloqués, empêchant les Russes d'accéder à des points de vue alternatifs. Aussi choquant soit-il, c'est une vieille habitude pour la Russie. Ce degré de contrôle médiatique est le résultat d'une longue répression de l'opposition, que Poutine a indéniablement intensifiée. Parlons des exemples de ce qui se passe quand quelqu'un essaie de se libérer de son contrôle. Prenons le cas de Marina Ovsiannikova, une journaliste qui travaillait pour la chaîne 1. En juillet 2022, elle a courageusement protesté contre la guerre en Ukraine en direct à la télévision. Elle se tenait derrière un présentateur tenant une pancarte qui disait en russe « Poutine est un meurtrier, ses soldats sont des fascistes ». Résultat, elle a été immédiatement licenciée, traitée de traître et condamnée par contumace à 8 ans et demi de prison. La propre famille d'Ovsiannikova s'est retournée contre elle, ses proches témoignant contre elle au tribunal. Son ex-mari, un partisan de Poutine, a réussi à lui retirer la garde de leurs enfants. Le plus effrayant est que ce n'est pas la première fois qu'un journaliste ou une personnalité publique subit de lourdes conséquences pour s'être exprimé. Et ce ne sont pas les pires conséquences engendrées. Examinons le cas d'Anna Poliakovskaya, la journaliste renommée qui a critiqué sans peur le régime de Poutine et a révélé les atrocités pendant les guerres de Tchétchénie. En 2006, elle a été assassinée, abattue dans son immeuble, dans ce que beaucoup croient être un assassinat politiquement motivé. Ses meurtriers ont été condamnés, mais les cerveaux derrière sa mort n'ont jamais été traduits en justice. Et la liste pourrait continuer encore et encore, mais il n'est pas nécessaire de le faire, car le message est déjà clair. Sortez des rangs, et vous en paierez le prix fort. Vu le contexte, une question doit être répondue. Pourquoi l'un des propagandistes les plus loyaux de Poutine a-t-il commencé à faire des commentaires douteux, même en passant? Tout simplement parce que la guerre se déroule très mal pour la Russie. Pour la première fois, le peuple russe commence aussi à s'en rendre compte. Les pertes astronomiques sont indissimulables. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie a perdu entre 700 000 et 790 000 soldats. C'est toute une génération de jeunes soldats renvoyés chez eux, dans des sacs mortuaires, gravement blessés ou portés disparus au combat. Aujourd'hui, la situation est plus grave que jamais, avec plus de 1500 victimes par jour. Mais le véritable désastre qui a secoué la Russie en profondeur, l'invasion de Koursk. Le 6 août 2024, l'Ukraine a accompli l'impensable. Elle a envahi le sol russe. C'était une frappe choquante et audacieuse, inédite depuis le début de la guerre. Ou jamais, en réalité, car c'était la première fois dans l'histoire qu'un État doté d'armes nucléaires était envahi. Les forces ukrainiennes ont déferlé sur l'oblast de Koursk, situé dans l'ouest de la Russie et bordant l'Ukraine, avec des chars, des véhicules blindés, et 1000 troupes capturant des villes et mettant les forces russes en déroute. En une semaine, l'Ukraine contrôlait environ 390 miles carrés de territoire russe. 28 localités étaient tombées. Cela a également fait de Poutine le premier dirigeant russe depuis la Seconde Guerre mondiale à être envahi ou à perdre du territoire russe. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas qu'un revers sur le champ de bataille. C'était un cauchemar pour le Kremlin. Le régime de Poutine avait passé des années à dépeindre la Russie comme une forteresse invincible aux frontières sécurisées et à l'armée inattaquable. 1000 soldats envahisseurs ont suffi à briser cette illusion. Des dizaines de milliers de civils russes ont été forcés de fuir leur maison. Des rapports suggèrent que plus de 200 000 personnes ont été évacuées de Koursk et des zones environnantes. Pour de nombreux Russes, c'était la première fois que les horreurs de la guerre atteignaient leur seuil, dont ils avaient été largement protégés jusque-là. Les médias d'État russes ont tenté de minimiser l'invasion, affirmant que la situation était maîtrisée. La vérité restait cependant difficile à dissimuler. Des rapports de pertes militaires significatives, d'évacuations chaotiques et de soldats russes capturés défilant dans des vidéos de propagande ukrainienne se sont répandus comme une traînée de poudre sur les médias sociaux et les médias indépendants.
Il était évident que la guerre était arrivée en Russie, ce que de nombreux Russes pensaient impossible. Cela a révélé le désordre au sein du commandement militaire russe. Le pire! Les documents récupérés dans des bâtiments russes abandonnés ont révélé que Moscou était au courant de la possibilité d'une incursion ukrainienne dès 2023, mais n'a pas agi sur ces avertissements. Des conscrits mal formés et inexpérimentés ont été postés pour défendre la frontière, une stratégie qui s'est avérée inefficace. En une seule frappe, les roquettes High Mobility Artillery Rocket System ukrainiennes ont anéanti un convoi russe entier, l'un des coups les plus meurtriers que la Russie a subi depuis le début de la guerre. Compte tenu de ces scénarios, il n'est pas étonnant que l'invasion de Koursk ait aussi provoqué une crise humanitaire. Des milliers de civils russes ont été pris dans les tirs croisés, certains auraient été abandonnés par le gouvernement lors de leur fuite des zones occupées. Plus de 770 résidents ont disparu, tandis que beaucoup d'autres ont été tués ou blessés dans les combats. Cet échec à protéger les citoyens russes a encore érodé la crédibilité de Poutine, en particulier parmi ceux directement touchés. Ainsi, la population de l'oblast de Koursk a aussi commencé à s'opposer au régime. Les résidents déplacés ont utilisé les réseaux sociaux et les médias étrangers pour exprimer leur colère et leur désillusion, un changement remarquable dans un pays où la dissidence est sévèrement réprimée. Des troupes étrangères, avec du matériel de l'OTAN, ont pénétré sur notre territoire, dit une femme dans une vidéo depuis un parking en fuite de chez elle. En quelques heures, notre ville a été détruite, laissant nos enfants terrifiés. Le désespoir est palpable. Un autre villageois, agité, remet en question le récit officiel des médias. « C'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge !» insiste-t-il. Cela permet aux civils de mourir. Il y a d'énormes batailles intenses. Ces mots reflètent la frustration que beaucoup ressentent, alors qu'ils sont confrontés à la réalité de la guerre qui se rapproche de leur maison. Une étude réalisée par Open Minds, un portail dédié à la lutte contre la propagande, confirme ce sentiment. L'étude a révélé une baisse significative des mentions positives de la guerre dans les médias russes. Au lieu de cela, il y a de plus en plus de griefs exprimés contre les autorités. De plus, la peur monte qu'une autre vague de mobilisation pourrait être à l'horizon. Beaucoup se souvenant de la mobilisation partielle chaotique en septembre 2022, qui a provoqué un exode massif pour éviter la conscription. Les législateurs ont donc commencé à apaiser les craintes du public, démentant les rumeurs de nouvelles conscriptions, signe évident qu'ils avaient pris conscience du mécontentement grandissant de la population. Ce changement de ton reflète une profonde évolution de l'opinion publique, et le Kremlin sait qu'il ne peut pas rallier le pays face à une menace existentielle, lorsque ses propres frontières ont été violées. Les experts, comme Yaroslava Barbieri, chercheuse doctorante à l'université de Birmingham, spécialisée dans la Russie et l'Ukraine, prennent note des vidéos montrant des résidents locaux très mécontents de la situation. La Russie tente de se démêler de cette situation pour laquelle elle est mal préparée et nerveuse. Mais peu importe comment Moscou procède, l'impact de l'invasion de Koursk est déjà évident. Les Russes ordinaires, autrefois indifférents ou pro-Poutine, commencent à douter de sa capacité à assurer leur protection. Après tout, la prise de conscience que la guerre est arrivée à leur porte est assez sobre, comme l'a remarqué un résident. Nous n'avions jamais imaginé que cela pourrait nous arriver. Mais l'invasion de Koursk a fait plus que fissurer le soutien autrefois inébranlable pour le Kremlin. Elle a aussi prouvé au monde que les prétendues lignes rouges de Poutine ne sont que du bluff. Ce changement de compréhension a non seulement encouragé les stratèges militaires, mais aussi les Russes ordinaires, qui commencent maintenant à réaliser que la bravade du Kremlin est vide. L'invasion a non seulement apporté la guerre en Russie, mais elle a aussi dévoilé la véritable nature du pouvoir de leur gouvernement, ou son manque. Mais est-ce suffisant ? L'invasion de Koursk à elle seule fera-t-elle tomber Poutine ? La réponse, bien qu'incertaine, est probablement non. Cependant, compte tenu des pressions croissantes sur l'économie, la politique et l'armée, les fondations de ce régime commencent indéniablement à s'effriter. Commençons par l'économie. Pour faire simple, c'est une zone de désastre, vacillant au bord de l'effondrement. Le 8% à un impressionnant 21% en un an seulement. Les projections suggèrent même qu'il pourrait dépasser 25% prochainement. Les implications sont graves, le crédit se tarit, et les acheteurs de maisons sont désormais confrontés à des taux d'intérêt aussi élevés que 30%. De nombreux Russes ordinaires croulent sous les dettes, accablés par des prêts qui semblent insurmontables. Pendant ce temps, l'inflation dépasse probablement les 9% alors que le rouble se déprécie. Et chaque rouble supplémentaire imprimé pour l'effort de guerre est un pas vers l'exacerbation de la situation. La guerre en Ukraine grève les ressources, accentuant sans cesse la pression financière sur les Russes ordinaires, muant le simple mécontentement en une colère sourde. Cependant, l'économie n'est pas la seule pression qui mine le pouvoir apparent de Poutine. À l'intérieur du Kremlin, le paysage politique est également en train de changer, et les oligarques deviennent agités. Poutine ayant récemment atteint 72 ans, la réalité de sa mortalité devient cruciale.
Des factions de l'oligarchie se préparent à une lutte pour le pouvoir, chacune convoitant le trône qui pourrait bientôt être vacant. Mais ces élites ne sont pas motivées par un désir démocratique. Leur objectif ? L'autopréservation. S'ils perdent une lutte de pouvoir, ils risquent l'élimination par des rivaux lorsque l'emprise de Poutine faiblira. Alors, quelle est la meilleure stratégie ? C'est d'éliminer Poutine avant qu'il ne quitte la scène. Toutefois, renverser Poutine requiert une complicité des services militaires et de renseignement. La bonne nouvelle est que l'armée et ces deux entités sont de plus en plus désillusionnées et frustrées par la situation actuelle. C'est le troisième point de pression qui complique la position de Poutine. Vous voyez, l'armée russe est sous une pression intense, faisant face non seulement à des pertes sur le champ de bataille, mais aussi à un ressentiment qui s'approfondit. Le Kremlin a favorisé le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, l'agence principale de sécurité de la Russie, au détriment des dirigeants militaires, créant un fossé et du ressentiment au sein des rangs. Il suffit que les soldats, aux prises avec une fierté en chute libre et l'humiliation de la manière dont ils sont traités, cessent de se battre ou fuient lorsque la situation devient difficile et l'armée russe s'effondrerait. Mettez tous ces points de pression ensemble et vous créez une situation propice au changement. Si la pression persiste, le régime pourrait bientôt affronter une crise existentielle de son propre chef. Ce ne serait pas la première crise qu'il a récemment affrontée. Considérez ce qui s'est produit lors de la rébellion du groupe Wagner. La rébellion avortée de Wagner a ébranlé le régime de Poutine jusque dans ses fondations, un véritable séisme politique sans précédent. Le 23 juin 2023, Yevgeny Prigojine, chef du groupe Wagner et ex-allié de Poutine, a lancé une mutinerie en déployant ses troupes vers Moscou. Au plus fort de la rébellion, les troupes de Wagner ont pris Rostov-sur-le-Don, un important centre militaire, et se sont avancées à moins de 200 km de la capitale. Cette avancée audacieuse a mis la prise de pouvoir de Poutine sous un microscope. Pour la première fois en décennies, le leader russe a fait face à un défi ouvert de la part de ses rangs. Le soulèvement a révélé des failles critiques dans l'appareil de sécurité du Kremlin. Les gardes-frontières ne parvenant pas à arrêter la marche et les généraux militaires préférant prendre un café avec Prigojine plutôt que de défendre l'État. Alors pourquoi Prigojine n'a-t-il pas été arrêté ? Une seule frappe aérienne aurait suffi à stopper la marche. Des rapports suggèrent que les dirigeants militaires craignaient des répercussions s'ils s'opposaient à lui. Ce manque de cohésion parmi l'élite russe était très révélateur. Eux aussi pensèrent qu'ils réussiraient. Le silence de Poutine pendant le chaos initial n'a pas non plus aidé. L'homme, pris au dépourvu, luttait pour reprendre le contrôle du récit, comme le montrait la scène. Mais cette fois, manipuler le récit s'est avéré être une tâche herculéenne. Pourquoi ? Car Prigojine n'était pas un traître ordinaire. Il n'était ni un espion étranger, ni un dissident idéologique. Il était un acteur clé dans le propre jeu de Poutine. De plus, il était très populaire auprès de certains segments du public russe. Prigojine avait cultivé une personnalité de dur à cuire, sans non-sens, rendant difficile pour les médias d'État de le peindre en méchant sans risquer de répercussions. Cela explique la réponse fragmentée du Kremlin. Initialement, les médias d'État ont minimisé la mutinerie, alors que les influenceurs de Telegram étaient divisés, certains soutenant même Prigojine. Quand la mutinerie s'est terminée, le Kremlin s'est retrouvé face à un public déconcerté et sceptique quant à sa propagande. Même un mois après la rébellion, le Kremlin peinait encore à unifier son message. Les diffuseurs d'État ont désespérément lié la mutinerie à des complots occidentaux, tentant de ramener le récit au thème des ennemis extérieurs. Mais cette stratégie n'était pas optimale. Des rapports indiquaient que jusqu'à 73% des Russes étaient toujours confus au sujet des événements, sapant la machine de propagande du Kremlin. Suite à la rébellion, Prigojine et ses forces Wagner ont été exilés en Biélorussie, mais le mal était fait. Des fractures internes sont apparues, alors que ses partisans, galvanisés par la rébellion, exprimaient leur mécontentement face à la gestion de Poutine. En août 2023, juste 2 mois après le soulèvement, Prigojine est mort dans un accident d'avion. Cela a évidemment suscité de nombreuses spéculations sur les circonstances de sa mort. Seulement 27% des Russes ont accepté l'explication officielle, indiquant un décalage significatif entre le récit de l'État et la perception du public, selon un sondage réalisé par le groupe d'enquête Russian Field pour le compte de l'agence de presse d'État RTVEI. Ce désaccord a souligné un scepticisme grandissant envers les tentatives du Kremlin de manipuler l'information. Il a aussi posé une question cruciale. Si Prigojine pouvait rassembler du soutien contre le Kremlin, que pourrait-il se passer ensuite ? La scène semble être prête pour une agitation continue dans un pays qui est maintenant très conscient de la fragilité de son leader. Comment Poutine a-t-il géré les pressions croissantes et les critiques publiques ? Pas avec force, mais désespoir. Vladimir Poutine, leader de la Russie, prend des mesures erratiques face à la pression croissante, tel un animal acculé. C'est sans parler d'un bluff après l'autre.
Poutine s'accroche à ses bluffs comme à une bouée de sauvetage, même s'il sait qu'il pourrait ne pas dissuader le soutien occidental à l'Ukraine. Il lui achète du temps, dont il a désespérément besoin pour maintenir son emprise sur le pouvoir, même si ce n'est que pour un autre mois ou une autre année. Ironiquement, en essayant d'affirmer sa dominance mondiale, il révèle sa vulnérabilité intérieure. Chaque manœuvre menaçante souligne son incapacité à gouverner efficacement, révélant un leader qui s'efforce de projeter de la force tout en la perdant de plus en plus chez lui, et le peuple russe commence à comprendre. Combien de temps Poutine peut-il encore maintenir l'illusion de contrôle avant l'effondrement? Son peuple sera-t-il à l'origine de son jugement dernier? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant pourquoi la Russie est au bord de la guerre civile ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.